Est-ce que c'est bon pour Olivier? C'est bon pour lui, on peut y aller. Alors si c'est bon pour Olivier, Florent Manodou, on y va. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Le meeting international de natation de Monte-Carlo aura notamment été à l'ordre du jour, tout comme le conflit en Ukraine ou le symbole de la crise sanitaire, le masque. Sport, yachting, inclusion auront également été évoqués dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine, il est monté par Véronique Rodriguez. Les thèmes majeurs qui ont été développés, c'est en lien avec les grandes politiques de notre gouvernement actuellement, c'est-à-dire la transition numérique et la transition environnementale. Ce qui tombe très bien, et j'en suis très heureuse, parce que c'est également les grands thèmes que nous essayons de développer, nous, dans notre conseil économique des seniors. 15e CESE des jeunes déjà, certains projets ont été retenus par les autorités nationales. Quel regard portez-vous sur les 15 années écoulées ? Un regard très très positif en fait. C'est très enrichissant aussi bien pour les jeunes que pour nous. Et on se rend compte que les projets de vœux, les vœux qu'ils émettent sont très souvent mis en application. En fait, c'est des vœux, ils ont des idées novatrices, ils les ont avant tout le monde et ils sont plus jeunes que nous. Et il y a par exemple, alors celui-là n'est pas en application, mais il est en réflexion et en train d'avancer, c'est les navettes maritimes. Il y a eu récemment l'allègement du poids des cartables avec les manuels numériques. Donc ça, c'est en application aussi avec notre transition énergétique. Notre transition numérique, pardon. Ils n'ont plus de livres dans leur cartable. Tout est numérique. Au départ, ce masque inquiétait parce que l'on se disait que celles et ceux qui le portaient étaient malades. Et très vite, finalement, il est venu rassurer. Et aujourd'hui, en fait, la levée de l'obligation de son port dans l'espace public apparaît d'une certaine façon comme le moment, à tort ou à raison, de la sortie de la crise. Ce n'est pas que le port du masque qui a modifié notre rapport à l'autre, ou du moins qui l'a interrogé, c'est la crise dans son ensemble, puisque le port du masque n'est que un des gestes barrières, finalement, qui ont été mis en place dans cette incertitude radicale qui caractérise nos sociétés et finalement dans une situation où l'autre n'est pas uniquement un support au travers duquel on va se réaliser, mais un risque potentiel pour sa santé. Je tiens à rajouter que la majeure partie de la population dans une sorte de ce qu'on pourrait appeler un civisme sanitaire, a suivi les directives, a suivi en fait l'obligation de porter le masque, plutôt que d'insister sur ce type de théorie et de propos. Peut-être faut-il se réjouir d'une certaine façon du sens du collectif, d'une sorte de civisme sur finalement l'usage premier du masque, quand bien même, et ça pour tous, son port n'est pas agréable et synonyme de contrainte. Ça fait 82 jours à peu près que le conflit est en cours. On a vu les Russes qui avaient attaqué au nord de l'Ukraine se retrouver maintenant, disons, dans un certain niveau de difficulté dans le sud-est de l'Ukraine. Pour autant, ils n'ont pas encore été chassés de l'Ukraine et ils vont donc s'accrocher pour défendre ce qu'ils ont acquis. Et ce qu'on peut penser, c'est que justement cette puissance russe, en fait cette masse que vous évoquez, si elle tient au point de vue politique, puisse au minimum occuper les zones sud du Donbass et la Crimée, et là créer ce que l'on appelle, et que l'on a vu dans d'autres régions, un conflit larvé, c'est-à-dire que de part et d'autre d'une ligne de défense, des échanges de coups de feu, des échanges de coups de canon. Je crois que à part la Russie d'un côté et de l'autre côté l'Occident, c'est un conflit de la Russie contre l'OTAN, mais derrière l'OTAN, le masque de l'OTAN que sont les États-Unis. Première cérémonie de remise des insignes sous un format de prise d'armes
avec la présence de notre marraine. Donc c'était un moment fort pour les jeunes recrues. Avant, la cérémonie se déroulait où nous sommes, là au sein du Musée des Princes. J'ai voulu donner une dimension un peu particulière et asseoir la cérémonie en la faisant sous forme de prise d'armes. Et on a profité de la vue exceptionnelle que nous avons sur le toit terrasse, sur la zone de pose hélicoptère, pour faire un événement vraiment particulier. Alors cette promotion 2022 porte le nom de carabinier Félicien Jaumarie. Qui était-il? Alors Félicien Jaumarie était un carabinier qui, pour la Première Guerre mondiale, est retourné en France combattre. Donc il est mort le 27 avril 1915. Et son nom figure sur la plaque commémorative qui se trouve à la caserne du Palais. Nous avons eu 8 morts au combat lors de la Première Guerre mondiale, et donc le Félicien Jaumarie fait partie d'un des 8. Si on veut que ce yachting perdure, et on y est très attaché, il faut absolument que l'on se prépare à de grandes transformations, que ce soit sur les bateaux, que ce soit la façon d'utiliser les bateaux, que ce soit les marinas, les ports, mais on doit s'occuper dans l'ensemble d'être plus éco-responsable et plus attentif à l'environnement que ce que l'on a été il y a quelques années. Pour la 9e année, il est confirmé avec beaucoup de succès. Et on est à la fois très heureux de recevoir tous ces petits jeunes. On reçoit environ 400 jeunes ingénieurs qui sortent de grandes écoles du monde entier. Alors c'est une compétition où, en fait, une compétition à la fois de vitesse, d'endurance et de manœuvrabilité, et pour faire déplacer les bateaux, mais sans émission de CO2. Donc, quels que soient les moyens, ce sont des bateaux qui ne doivent pas polluer. Et c'est pour nous le moyen d'être en contact avec le futur, donc avec les jeunes qui vont construire le monde de demain et le monde du yachting de demain. C'est aussi le moyen de voir que les technologies évoluent. C'est notre ADN, les jeux, dans notre groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer. Et quoi de mieux pour l'ensemble des croupiers européens, on pourra même dire les meilleurs croupiers européens qui viennent faire une compétition à Monaco, que de se retrouver dans cette salle médecin construite en 1910 et de pouvoir montrer tout leur talent autour de roulettes ou de blackjack. Pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Nous avons un bon niveau de réservation dans nos hôtels et les équipes des relations publiques et de la prospection sont parties déjà depuis plusieurs mois en Amérique latine, dans les pays européens, pour pouvoir attirer notre clientèle de jeu sur à la fois des terrasses, puisque nous ouvrons nos terrasses dans pas très longtemps et nous avons une grande opportunité d'avoir du jeu sur nos terrasses, et dans les salons privés ou dans les salons ultra privés. L'esprit, c'est d'accueillir nos jeunes dans notre établissement, et notre établissement en fait est leur établissement. On est là pour eux, on est là pour qu'ils s'éclatent, on est là pour qu'ils passent la meilleure vie possible entre copains, et j'essaie de faire la continuité de mes parents à ce niveau-là. Le projet, c'est de les intégrer dans le monde du travail comme n'importe quelle personne. Donc on a des ateliers et on les fait travailler pour que justement ils puissent s'intégrer. Mais en termes de confiance, je vous garantis qu'ils ont énormément de confiance. Alors en futur projet, nous avons l'ouverture donc au Cap Fleury. Nous allons avoir une aile qui sera dédiée à la MAPI. Ça sera une aile médicalisée où on va pouvoir accueillir nos retraités qui seront un peu fatigués. Après, au niveau du CAPS 2, au niveau du Devins, on est en train de créer un foyer de vie qui est beaucoup plus grand, qui accueillera une vingtaine de personnes. On a aussi à Monaco le projet du IDA, où on aura 7 appartements simples et 2 chambres doubles pour accueillir aussi d'autres résidents qui n'auront pas la capacité, eux, de vivre tout seuls en autonomie dans un appartement, mais qui auront la capacité de pouvoir vivre avec un éducateur qui restera près d'eux. C'est vrai que c'est une compétition assez historique. Il y a encore le record du meeting, par exemple, d'Alexander Popov sur 100 mètres en 48-20, je crois, 48-21. Donc c'est vrai que c'est un bassin où il s'est passé énormément de choses. Moi j'ai nagé pour la première fois ici en 2011, ça commence à faire un petit moment, et j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le niveau qu'il y a aussi parce que c'est important. Il a fallu jouer sur les 2 tableaux, le championnat et l'Euroleague. On connaît le parcours exceptionnel accompli par les joueurs de Sacha Obradovic en Euroleague, avec ces matchs à Athènes, au Pirée, qui nous ont épatés, hein, même si on a été éliminés au bout. Et donc maintenant, le fait d'avoir été au moins éliminé en Euroleague permet d'avoir une petite semaine pour préparer les playoffs
en championnat et sur ce plan-là, c'est pas plus mal. Tout le monde s'attend à une finale contre Villeurbanne. Je pense aussi qu'il y aura une finale contre Villeurbanne. C'est mon pronostic. Et dans le cas d'une finale à Villeurbanne, c'est l'Asvel qui aura l'avantage du terrain, mais un avantage, mais ça ne paraît pas rédhibitoire parce qu'on a vu la capacité des Rocaboys à aller gagner des gros matchs à l'extérieur cette saison. Donc, OK, un petit avantage à l'Asvel si c'est la finale, mais tout est possible. Eh bien, je dois dire que c'est vraiment l'objectif du club à 100%. C'est vrai que ce titre de champion de France, comme vous le dites, manque au palmarès. On l'attend. C'est vraiment quelque chose qui fait vibrer un petit peu le cœur aussi des supporters parce que Monaco n'a jamais été champion de France. Et oui, cette année, c'est possible, c'est jouable, mais il faut s'attendre à des combats difficiles. Oui, et avant de penser à la finale, il faudra avant battre d'autres équipes. Premier rendez-vous dans ces playoffs pour la Roca Team mercredi avec la réception de Strasbourg. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Alexandra Salustri. Vite, Raja. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.